13 heures passées d'une minute sur votre chaîne de télévision. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le gouvernement béninois, dans son ambition de rendre accessible l'eau potable dans toutes les régions du pays, a mis en place plusieurs projets dont celui de la gestion intégrée des ressources en eau dénommé GIR. Ce projet issu du programme OMI d'État vient de s'achever et les acteurs du secteur de l'eau font le bilan au détour d'un atelier tenu ce mercredi 19 octobre 2022. Les victimes des dernières inondations au Bénin vont recevoir l'assistance du gouvernement. La décision prise en Conseil des ministres de ce mercredi intervient à la vue des difficultés qu'éprouvent les populations sinistrées. Les détails à suivre. Et puis se tient depuis mercredi 19 octobre à Cotonou une exposition dans le cadre du Festival international du pain tissé FIPAT. Cette première édition vise à valoriser le canvas et les produits locaux afin de permettre aux Béninois de découvrir et apprécier les richesses du pays. Voilà pour le sommaire. On ouvre ce journal par un canet noir. L'empereur Chabi Naina III de la cour royale de Niki est décédé ce mercredi 19 octobre 2022 à 78 ans après 8 ans de règne au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou où il était hospitalisé depuis quelques semaines. Raison principale pour laquelle il n'a pas pu assister aux manifestations de la fête de la Gani qui se sont déroulées les 8 et 9 octobre 2022. Gounou Sidi Amouda dit Chabi Naina III était le 40e roi de Niki. Il a été intronisé en 2014 après le règne de Sa Majesté Séro Kora III. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Le gouvernement béninois, dans son ambition de rendre accessible l'eau potable dans toutes les régions du pays, a mis en place plusieurs projets, dont celui de la gestion intégrée des ressources en eau dénommé GIR. Ce projet issu du programme OMI Delta vient de s'achever ce mercredi 19 octobre 2022. Les acteurs du secteur de l'eau ainsi que les responsables des collectivités territoriales ont pris part à un atelier de bilan et de projection sur les prochains défis dans le secteur. Jeannot Dopéon et Bonaventure Aloyon pour le compte rendu. La société civile, les ONG et autres acteurs du secteur de l'eau au Bénin participent à l'atelier de capitalisation des actions de la composante GIR. Depuis 2004, différentes initiatives ont été mises en œuvre pour une gestion adéquate des ressources en eau, notamment les programmes pluriannuels d'appui au secteur eau et assainissement, PPEA 1 et 2, le programme de transition d'eau et le tout dernier, le programme OMI Delta qui, démarré en novembre 2016, vient de s'achever. D'une durée de 5 ans, l'impact visé par ce programme est que les populations pauvres et vulnérables vivant dans les zones concernées par le programme aient un accès équitable aux ressources en eau, utilisent les services d'hygiène durable et bénéficient de la mise en œuvre adéquate de la gestion intégrée des ressources en eau. L'exécution de ce programme a contribué à la mise en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance, à la réalisation des objectifs du développement durable et à la réalisation du programme d'action du gouvernement spécifiquement en ce qui concerne le secteur eau. Afin de poursuivre son action de distribution adéquate des ressources en eau dans le pays, d'autres projets sont également attendus. Il s'agit, entre autres, de l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, des portions nationales des bassins de la Volta, du Mono, du Niger et l'actualisation de celui de Lomé afin d'aboutir à la création de l'Agence nationale des bassins hydrographiques, ANBH. La finalisation des décrets et arrêtés d'application de la loi portant gestion de l'eau en République du Bénin, la mise en œuvre d'un réseau de surveillance des ressources en eau, la mise en place et l'appui à l'animation des organes de gestion
intégrée des ressources en eau, l'élaboration du programme d'action nationale de gestion intégrée des ressources en eau 3e génération PANGIR 3. Le chef de la coopération de l'ambassade des Pays-Bas se réjouit du travail abattu. Il salue la bonne collaboration qui caractérise les deux pays. Au cours des 5 dernières années, vous avez mis en œuvre le programme OMI-Delta. Nous sommes 38 milliards de francs CFA plus tard, dont vous, les acteurs étatiques, ont investi 22 milliards de francs CFA. J'ai pu voir les résultats à Adjara, à Franco, à Parakou, à Kouafa et d'autres, au sud comme au nord. Des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement de base dans plus de 25 communes, et spécialement à Parakou, avec ses ouvrages modernes. Suite à la visite de travail du chef de l'État aux Pays-Bas, les 4 et 5 octobre dernier, 3 accords majeurs ont été signés au profit du Bénin pour un montant de plus de 100 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un projet d'eau potable au nord du Bénin, la réhabilitation du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo. Une rencontre entre les partenaires techniques et financiers du secteur est attendue dans les prochains jours. À la fin de l'atelier, quelques participants ont fait part de leurs attentes et quelques actions déjà entreprises par ce projet dans le secteur de l'eau. On les écoute. C'est un atelier qui a pour objectif d'échanger sur tout ce qui a été réalisé dans le cadre de ce grand programme OMI-Delta, et particulièrement dans le volet GIR, gestion intégrée des ressources en eau. Oui, mes attentes à la fin de cet atelier, c'est d'avoir une meilleure compréhension de tout ce qui a été fait au cours de la durée du projet en termes de pérennisation des acquis. Quelles sont les mesures que la direction de l'eau, avec l'unité de gestion du projet, sont en train de proposer pour véritablement capitaliser les acquis. L'après-programme OMI-Delta, nous voulons savoir concrètement s'il y aura un renouvellement, tout ça. Donc voilà, tout ça constitue donc les attentes. C'est un programme très apprécié. Il y a des forages, il y a des adductions d'eau. Chez nous, par exemple, nous avons tellement que c'est devenu des forages artésiens. Nous en avons tellement, plus d'une quinzaine dans la commune de Dogo. Chez moi, concrètement, il y a des forages, des transformations de PEA, le raccordement de beaucoup de villages, la connexion de beaucoup de villages en eau à travers le système d'adduction qui est proposé dans le projet. Et également, il y a un certain nombre d'outils qui sont élaborés, notamment le plan de gestion de l'eau, tout ça. Donc, c'est des acquis que nous saluons, mais ces acquis restent à renforcer. C'est vrai que la couverture de tout le territoire communal n'est pas encore assurée. Ce programme également accompagne pour la vulgarisation des textes dans le domaine des ressources en eau et pour également faire la collecte des données, que ce soit les données piézométriques, les données sur les différents usagers de l'eau, pour pouvoir intégrer dans la base qui va me permettre de prendre des décisions sur comment est-ce qu'on gère, quels sont les acteurs qui gèrent et comment est-ce qu'il faut organiser, comment est-ce qu'il faut mettre en synergie, en concertation tous ces différents acteurs. Créé sous le régime du président Mathieu Kérékou et redynamisé sous le régime du président Boni Yayi, le Fonds des arts et de la culture n'existe plus. À l'occasion du Conseil des ministres de ce mercredi 19 octobre 2022, le gouvernement a opté pour sa dissolution et pour la création d'un compte spécial du Trésor dénommé Fonds du développement des arts et de la culture. Objectif, mettre en place un mécanisme de financement et de la culture et des arts plus efficace et plus performant. C'est le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement qui nous en donne les précisions. Au chapitre des mesures normatives, création du Fonds de développement des arts et de la culture. L'action du gouvernement dans le sous-secteur culture vise l'émergence d'une véritable économie culturelle dans notre pays, source de richesse et d'emploi. Cependant,
Malgré les ressources mises à la disposition du Fonds des arts et de la culture, cet objectif est loin d'être atteint. Pour remédier à ces contre-performances, il convient de mettre en place un mécanisme de financement de la culture et des arts plus souple et plus efficace. C'est ce qui motive la création du compte spécial du Trésor dénommé Fonds de développement des arts et de la culture en remplacement du Fonds des arts et de la culture qui est dissous. Les décisions relatives au décaissement des ressources de ce fonds seront prises après avis des différents comités scientifiques et artistiques du secteur de la culture et des arts sur la pertinence des projets soumis et leur cohérence avec le programme d'action du gouvernement. Ont été par ailleurs adoptés, au titre de ces mesures normatives, les décrets portant approbation des statuts modifiés de la Société béninoise de production d'électricité, approbation des statuts modifiés du port autonome de Cotonou, et nomination des membres de son conseil d'administration, puis nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Parlant toujours du Conseil des ministres, les victimes des dernières inondations au Bénin vont recevoir l'assistance du gouvernement. La décision a été prise hier et intervient à la vue des difficultés qu'éprouvent les populations sinistrées. De même, le Conseil a autorisé la contractualisation avec des sociétés et cabinets qui devront conduire la phase 2 du projet de construction de marchés urbains et régionaux. On retrouve une fois encore le porte-parole du gouvernement. Des différents rapports et constats faits au niveau de l'Agence nationale de protection civile, ANPC, il ressort qu'à la date du 10 octobre 2022, 40 communes sont victimes d'inondations. Celles-ci sont classées en deux catégories. Une première de 16 collectivités territoriales sévèrement affectées, ayant enregistré d'importants dégâts, et une seconde de 24 dont les dégâts sont de moindre importance. En raison des difficultés qu'éprouvent les sinistrés, le gouvernement a décidé de leur apporter les secours nécessaires dans une approche innovante. Celle-ci consiste en la mise à disposition de ressources substantielles qui serviront à l'acquisition sur place, puis à la distribution de produits alimentaires et non alimentaires, à la diligence d'un comité présidé par le préfet du département, assisté des différents responsables des services déconcentrés de l'État et ou communaux concernés. À la suite de la première phase, qui a consisté en la construction de 20 marchés modernes, dont la plupart sont achevés, cette deuxième phase concerne les marchés de Lokossa, Lalo, Kove, Ketu, Kandi, Wake, Peonko, Savalou, Yenawa, précisément le marché aux poissons d'Akpakpa, Ganhi, Saint-Michel, Hulakome et Zoka. Elle intègre aussi les travaux d'extension des marchés de PK3 à Cotonou, de Guéma à Parakou, puis le réaménagement de celui de Wando à Porto Novo. La prise en compte de ces nouveaux sites permettra de renforcer la dynamique de modernisation des infrastructures marchandes en vue d'offrir un meilleur confort aux acteurs et usagers de ces lieux d'échange commerciaux et, ainsi, de favoriser une accélération de l'aménagement urbain dans les localités d'implantation. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec des sociétés et cabinets qui devront conduire ces chantiers dans les conditions et délais prescrits. Cette édition se poursuit. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral a organisé hier une visite touristique guidée aux meilleurs élèves des deux départements. Une cérémonie qui vise à promouvoir l'excellence et qui a permis à ces apprenants de s'enquérir une fois encore de la culture de notre pays. Melvin Achabi pour le point. Ce sont les meilleurs aux différents examens nationaux de l'année scolaire 2021-2022 des départements de l'Atlantique et du littoral. Venus de divers horizons de cette zone du Sud Bénin, ils ont bénéficié d'une visite touristique dans la belle et historique cité de Ouida. Ces apprenants
qui se sont démarqués brillamment de par leurs résultats scolaires, ont pu toucher du doigt les différentes merveilles qu'offre l'ensemble des sites touristiques visités. Histoire, art, culture et géographie, rien n'a été occulté pour la satisfaction de ces visiteurs. Cette activité, inscrite dans le plan de travail annuel de la direction départementale de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral, vise un objectif bien précis. D'abord pour encourager ces élèves et demander aux autres élèves de faire comme eux, de mieux faire pour que les prochaines fois ça soit leur tour. Mais on l'a fait plus précisément pour les motiver, pour leur demander de s'intéresser plus à la culture béninoise. Vous avez vu un peu comment ces enfants, quand on était à la maison du Brésil, comment ils étaient émerveillés, quand le guide leur expliquait ce qu'était l'histoire des esclaves et des rois de Ouida. Ils étaient tous émerveillés. Je pense que c'est une initiative que nous n'allons pas hésiter à répéter. L'itinéraire, démarré de la maison du Brésil et achevé au mémorial Zomachi, a permis à ces jeunes adolescents de retenir beaucoup de choses. Je suis venu visiter le temple des Pitons et la maison du Brésil. J'ai découvert que les Pitons étaient un peu comme le rituel du roi. C'était eux qui ont défendu l'agriculture du roi en éliminant les rongeurs et les rats. Je me sens vraiment honoré, très content et je remercie le ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts pour nous avoir permis d'effectuer cette visite. Ce sont des expériences uniques qu'on ne peut pas exprimer en tant que tel parce que c'est juste une nuit. C'est quelque chose, c'est un sentiment que je ne peux pas exprimer, c'est vraiment c'est très bien en fait. Je remercie la direction départementale du tourisme d'avoir pu nous permettre de faire ces genres d'expériences et vraiment ça nous motive à continuer à travailler, à continuer à être meilleur dans tout ce qu'on fait et à maintenir en haut le flambeau de l'incidence. Cet événement à la fois touristique et didactique ne va pas s'arrêter à cette édition, ont fait comprendre les organisateurs. Rendez-vous donc l'année prochaine à l'issue des examens nationaux, mais cette fois-ci avec d'autres nouveaux jeunes méritants. Parlant toujours de la culture, il se tient depuis mercredi 19 octobre à Cotonou une exposition dans le cadre du Festival international du pain tissé FIPAT. Cette première édition vise à valoriser le canevas et les produits locaux afin de permettre aux Béninois de découvrir et apprécier les richesses de chez nous. Compte rendu. Le pain tissé ne peut être pain tissé que si nous, créateurs, nous le mettons en valeur. Initié par l'Association de développement du textile local, le Festival international du pain tissé FIPAT vient donner une fois de plus la preuve et la capacité des acteurs du domaine du textile à promouvoir l'économie endogène. Pour cette première exposition, nous avons la vente de pain tissé d'ici, un prêt-à-porter et accessoires en canevas, ainsi que des produits locaux alimentaires. Présent, le directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce explique en quoi cette initiative vient à point nommé, surtout en ce mois d'octobre, mois du consommant local. La célébration du mois du consommant local vise essentiellement à inciter tous nos compatriotes à adopter un nouveau mode vestimentaire et alimentaire en intensifiant la consommation de nos produits locaux. Au cours de ce mois, nos consciences sont interpellées à donner la préférence aux produits locaux. Il est important de souligner aussi que le textile et l'habillement, qui sont réalisés à partir de notre coton travaillé, ont de la valeur ajoutée et viennent soutenir la volonté manifeste du gouvernement à diversifier l'économie nationale. Le FIPAT s'inscrit donc parfaitement dans cette lancée et de ce fait, rehausse cette célébration du mois d'octobre. L'appel à consommer local contribuera non seulement à promouvoir le tissage béninois, en mettant en exergue ses spécificités économiques, culturelles, mais également à propulser les chaînes de valeur de l'industrie et de la mode et du textile béninois et régional, tout en donnant du travail à nos artisans, nos femmes et notre jeunesse, qui sont les acteurs stratégiques du développement de notre pays. Le délégué général du FIPAT expose par la même occasion les raisons qui poussent à la valorisation de ces différentes richesses béninoises.
Nous avons constaté que nos tisserands tissent de très beaux tissus, mais malheureusement, ce n'est pas assez mis en valeur. Comme cela se doit, on se dit, on ne va pas attendre. Faisons le pas, montrons ce qu'on peut faire avec le pain tissé. Le pain tissé assez doux, assez léger, que nous avons aujourd'hui, qui est fait avec du coton du Bénin, qui pendant longtemps est resté tenu 100% traditionnel. Et pour nous, le canevas du Bénin, qui est fabriqué avec le coton du Bénin, nous ne pouvons pas faire mieux que de faire la promotion de ce coton. Démarré ce mercredi 19 octobre en vue de promouvoir le Made in Bénin, cette exposition qui réunit artisans, stylistes nationaux et régionaux prendra fin le 23 octobre 2022. Annoncé pour se tenir le mardi 18 octobre dernier, la première audience foraine de la Cour constitutionnelle a effectivement démarré à la Cour d'appel de Parakou. À cette audience, 10 recours provenant de la région où se tient l'événement ont été examinés. Le point avec notre équipe de reportage qui a suivi pour vous cette audience inédite. Les sages de la Cour constitutionnelle à la Cour d'appel de Parakou pour siéger et étudier des recours envoyés à l'institution, ce n'est pas courant, c'est plutôt une première et c'est à l'occasion de la première édition des audiences foraines qu'entend désormais organiser la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle afin d'une part de mieux la faire connaître et d'autre part de la rapprocher des citoyens du Septentrion. L'audience s'est tenue en présence des requérants et du public venus assister à cette nouveauté. Pour la première fois, les requérants sont venus devant la Cour avec les personnes contre lesquelles ils ont fait des recours. La Cour a entendu les deux parties et la Cour s'est retirée pour délibérer et est revenue présenter un rapport oral. C'était notamment le cas d'une personne qui se plaignait de ce que la police lui aurait fait subir des traitements inhumains et dégradants. La Cour a examiné le dossier et a estimé, selon le rapporteur, que les éléments n'étaient pas suffisants pour établir les mauvais traitements. Il y a eu un dossier aussi qui portait sur une plainte d'un citoyen contre la SBE qui lui aurait fait subir des traitements qui n'étaient pas à son goût. Des observations de la représentante de la SBE, il est apparu que la SBE estime que c'est parce que la personne n'a pas payé ses factures à plusieurs reprises et qu'au moment où la SBE devrait enlever le compteur, elle a constaté que le compteur n'était même plus disponible, donc la ligne a été coupée. Il y a eu aussi un dossier contre le COUS, c'est-à-dire le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou, où la requérante estimait que pour le bien-être des étudiants, il fallait que les transports soient disponibles, que le COUS organise le transport des étudiants. La Cour a estimé dans son rapport que l'État peut fournir le bien-être aux citoyens dans la mesure de ses moyens et que dans l'État où il n'est pas établi que le COUS a eu suffisamment de moyens pour organiser le transport des étudiants, on ne peut pas conclure qu'il y a violation de la Constitution. Au total, 10 dossiers étaient inscrits au rôle, dont 3 dossiers de mise en état et 7 avec rapport. Les rapports sont des propositions qui ont été faites par les rapporteurs. Leurs collègues doivent en délibération accepter ou rejeter leur rapport et l'opinion publique sera informée parce que les décisions seront sur le site internet et les requérants recevront également leurs décisions par les voies ordinaires de notification. Les décisions seront enfin publiées au journal officiel du Bénin. Une fois les décisions rendues, le peuple peut en tirer les leçons. Une première leçon déjà à tirer au regard des requêtes formulées dont les rapports révèlent l'incompétence de la Cour. Les citoyens sont désormais mieux informés sur le chemin à emprunter. Ce n'est pas parce que vous avez n'importe quel problème que vous devez venir devant la Cour constitutionnelle. Tant que vous n'avez pas démontré que vous êtes en train de revendiquer les violations d'un droit de l'homme,
ou que vous êtes en train d'indiquer un article précis de la Constitution qui est violé, la Cour constitutionnelle va dire qu'elle est incompétente parce que la Cour constitutionnelle se refuse à examiner les dossiers qui relèvent des autres juges. La Cour se déclare incompétente, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas travailler, ça veut dire qu'en examinant le dossier, elle se rend compte que normalement, c'est le tribunal qui devait gérer ce dossier. Normalement, c'est la Cour d'appel qui devait gérer ce dossier. Normalement, c'est la Cour suprême qui devait gérer ce dossier. Chaque fois que c'est le cas, elle se déclare incompétente. En somme, c'est une expérience enrichissante et la Cour promet déjà 2 audiences foraines au cours de la prochaine année. Hors de nos frontières, l'ouverture du 20e congrès national du PCC, notamment le rapport présenté par Xi Jinping à cette occasion, attire une grande attention du monde. Écoutons maintenant 2 journalistes et un ancien diplomate qui ont suivi l'événement. Qu'est-ce que proposera la Chine dans un futur? Sur ce point-là, ce que les gens attendent justement, c'est comment la Chine va réagir pour essayer de maintenir une certaine stabilité économique par le monde. Parce qu'il faut comprendre d'abord que la Chine est aujourd'hui une très très grande puissance. Nous voyons que la Chine joue bien ce rôle-là. Je retiens que le président Xi Jinping a mis l'accent sur la poursuite de la modernisation de la défense. Il y a aussi son invite à mettre en œuvre une stratégie d'ouverture plus active pour la reprise économique mondiale et la construction d'une économie mondiale ouverte. En tout cas, il est important de noter que la Chine a un grand rôle à jouer dans la relance économique mondiale parce que son programme de coopération internationale, la ceinture et la route, œuvre dans ce sens-là. D'autant plus que ce programme offre des perspectives prometteuses et surtout en mettant l'accent sur le développement infrastructurel, la fluidité des échanges commerciaux, entre autres. Et la Chine continuera donc à promouvoir la construction de nouveaux types de relations internationales, à participer activement à la réforme et à la construction du système de gouvernance mondiale. Nous avons été en grande partie éclairés sur les grandes réalisations du parti ces dernières années et aussi pour le développement partagé avec le monde entier. Et nous avons été éclairés par rapport à ce que le parti envisage de faire, de mettre en place à l'intérieur de la Chine, mais aussi pour le monde entier lors des 5 prochaines années. C'est tout pour ce 13h. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.